Yves Saint Laurent, Rolex. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça justement, Rolex, Yves Saint Laurent, l'influence que ça a sur la jeunesse? C'est vraiment une très belle question et j'espère que je serai capable d'y répondre. Bienvenue sur Limite, la chaîne où nous explorons les limites planétaires avec des chercheurs et spécialistes, mais aussi parfois avec des influenceurs, des artistes et des personnalités politiques pour aborder les limites de l'influence et de la culture. Aujourd'hui, c'est un épisode de Bad Influence où nous accueillons un invité exceptionnel, Inosby. Otimbi na Timbelio. Icône de la musique congolaise, dont la renommée s'étend bien au-delà du continent africain, puisqu'il est écouté aux États-Unis et en Europe, Inosby a une influence considérable. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de sa musique. Nous plongerons dans des sujets auxquels il n'est peut-être pas habitué. Nous allons explorer les méandres de l'ostentation. Cette idée de posséder des biens de consommation, démontrer une forme de richesse, et surtout la montrer aux autres, que ce soit en réel ou sur les réseaux sociaux. Et donner envie à d'autres personnes qui, elles, en sont conscientes ou inconscientes, de reproduire exactement le même schéma. Alors que de nombreux influenceurs et artistes se laissent emporter par la spirale de la surabondance, boostés par une méga machine néolibérale, comment Inosby, qui exerce une influence considérable sur une jeunesse aux réalités bien différentes des habitants des pays du Nord, aborde-t-il cette question ? Préparez-vous pour une conversation captivante qui défie les attentes et offre un regard nouveau sur la croisée des cultures, que ce soit de l'influence dans un monde ultra-capitaliste, ainsi que de notre responsabilité commune, mais pourtant très différente face aux limites planétaires, dont le changement climatique. Bienvenue dans Bad Influence sur Limite. Innocent, bienvenue sur Limite. T'as vu, je t'ai appelé avec ton prénom. Parce que là, on va parler à Innocent et aussi à Inos. Inosby, bienvenue sur Limite, comment tu vas? Je vais très bien, je suis content. Ça fait très longtemps qu'on a causé. Grave, ça fait 3 ans là déjà. 2 ans et demi. Ça fait 3 ans, c'était en 2020 quand on est venu à Kin avec Damso. Ah ouais. On a fait ça en septembre 2020, donc ça fait 3 ans. J'ai pensé que c'était 2021. Ah non, le temps passe vite. Hein. Mais ouais, ça passe très vite. Hein. C'est incroyable. Mais surtout toi, tu fais plein de choses. Tu as une vie qui va à du 200 à l'heure, donc forcément. C'est un véritable honneur de te recevoir ici sur Limite, sur cette chaîne, où on parle d'écologie, de justice sociale, de limites planétaires. Bienvenue à vous aussi, bien sûr, sur cette chaîne. Alors, on est là pour rencontrer un artiste qui est dans le cœur des problèmes, j'ai envie de dire. Il a vécu des choses, il a vu des choses, et là, il évolue en essayant de parler de paix, d'amour, et surtout avec une certaine expérience. Donc on va pouvoir creuser ça, parce que forcément, vous allez voir d'où il vient, vous allez comprendre un petit peu tous les rouages et tous les mécanismes, et je crois que ça va être une conversation très profonde. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, c'est très important. Vous savez très bien, nous, sur Limite, on adore percer les bulles, on adore amener les notions d'écologie, de limites planétaires, ailleurs que dans des gens convaincus. Et ça va être très important d'avoir des points de vue qui viennent de absolument partout. Inos, comme je t'ai dit, c'est un véritable honneur. Première question, mais vraiment très très simple, c'est est-ce que tu es heureux? Ouais, je me plains pas beaucoup. Hein. Je pense par rapport à mon background, d'où je viens et ce que j'ai fait aujourd'hui, je pense que j'ai ma petite partie de bonheur. Pour les gens qui ne te connaissent pas, et sans doute que chez nous sur Limite, ce sera peut-être un peu plus le cas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais actuellement dans la vie, et on creusera le passé après. Moi, c'est Inosby, je suis artiste, musicien, chanteur, danseur, chorégraphe, compositeur, auteur-compositeur, je suis congolais. Je viens de Goma, de l'Est de la République démocratique du Congo. Et actuellement, je suis basé à Kinshasa et c'est pour des raisons de travail parce que c'est une ville très très musicale. Et je suis aussi très impliqué dans l'humanitaire parce que depuis 2020, avec toute mon équipe, nous avons pu créer la fondation IF
Innocent Foundation, et nous sommes dans plusieurs actions humanitaires pour essayer toujours d'améliorer les conditions de notre communauté. Et voilà, en gros, c'est ça, parce que je suis que dans ça, dans la musique, dans les actions, dans plusieurs choses qui tournent autour de comment améliorer les conditions de vie de notre communauté. Parce que la musique joue un rôle très important, parce que ça divertit, et derrière ces divertissements, nous passons aussi des messages, mais en même temps, nous faisons aussi des actions concrètes pour continuer à faire notre part. Je vais te donner une petite vision du monde et tu me dis si tu es d'accord avec ça. Est-ce que tu es d'accord de dire que tout le Global North, donc États-Unis, Europe, Chine, bref, tous les pays du Nord, font ce qu'on appelle une sorte de braquage et de pillage des ressources du Sud, que ce soit du Brésil, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de l'Océanie, l'amènent ensuite dans leurs industries pour fabriquer plein de choses, des bics, des objets, et que le dernier à recevoir le fruit de toute cette transformation des ressources, eh ben en fait, ce sont les pays africains, que ce soit en termes de bics, de téléphones, ou même en termes d'alimentation. Qu'on prend, qu'on transforme ailleurs, et que le dernier, le petit truc qui reste, il revient à l'Afrique. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision du monde? En quelque sorte, ouais. Ouais, on a déjà tellement de preuves par rapport à ça. Et ça, je pense en même temps, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, si quand même l'Afrique aussi arrive à se libérer, l'Afrique peut aussi profiter de tout ce qui est là. Donc c'est pas que les gens viennent et ils prennent, ils pillent et tout, mais aussi l'Afrique a cette responsabilité d'un moment se réveiller, se conscientiser et puis de dire voilà, nous devons être les meilleurs bénéficiaires de nos propres ressources. Et ça, je pense que ça sera l'étape qui sera la plus importante de l'humanité. De l'humanité? Ouais, parce que l'Afrique a beaucoup à donner, mais nous avons ces problèmes de... Nous, on n'investit pas dans l'humain. On pense que voilà, comme c'est un peu les débats qu'on faisait un peu plus tôt. Quand il y a quelque chose qui marche chez les autres, on croit toujours qu'il faut, pour que nous aussi ça marche chez nous, on doit faire la même chose. Et pourtant, si on investit dans l'humain, donc là je veux dire, quand par exemple concret, vas-y, un exemple concret. Ouais, un exemple, c'est par exemple, chaque jour on attend que, voilà, même chez nous au pays, au Congo, il y a beaucoup des enfants, des mineurs qui travaillent dans des mines. Et on va en parler de ça. Quand il y a des minerais qui sont pris là-bas, c'est avec ça qu'on va faire des iPhones, on va créer peut-être des milices, des guerres et tout ça. Et la simple idée qui peut venir après, ça peut être « Oh, si nous aussi on fait la même chose, peut-être on peut aussi devenir grand comme tous ces pays-là. » Mais on oublie que ces pays-là ont fait ça parce qu'avant ça, ils ont d'abord investi dans l'humain. Ils ont investi dans l'éducation, ils ont investi dans la bonne santé. Comme ça, vous avez des personnes devant vous qui auront maintenant des nouvelles idées. Et ces nouvelles idées-là, c'est ce qui vous permet maintenant de dire avec ça, nous, on peut créer ça. Et c'est ça les problèmes sérieux, je pense, que notre Afrique a, c'est qu'on n'investit pas en nous-mêmes, on n'investit pas et on se voit toujours inférieur. On ne considère pas qu'on peut aussi faire des choses. Nous aussi, on peut avoir nos Elon Musk, on peut avoir nos Bill Gates. Je ne parle pas des milliardaires, je parle des génies qui peuvent créer des choses avec ce que vous avez. Ça peut être avec, par exemple, par exemple, nous sommes très riches en tout ce qui est environnemental parce que nous avons tellement de choses qui sont encore vierges. Le Congo, la forêt équatoriale. C'est ce qui est le compteur de presque toute la planète parce que partout les gens construisent, il y a des usines. Nous, on n'a pas encore beaucoup de tout ça. Donc les espaces là qu'on a encore, le monde est en train de rechercher ça. Et donc ça va encore arriver un moment, c'est ce même monde-là qui va revenir et nous donner des idées ou nous proposer des trucs que nous, on a toujours été là pour accepter. Voilà, essayez, faites ce que vous pouvez, mais faites-nous signe ou faites-nous profiter de ça. Mais on ne peut pas vivre toute la vie comme ça. Il faut un moment aussi
prendre les devants et se dire non, par rapport à notre bien, si on doit être les meilleurs bénéficiaires de nos propres ressources ou notre propre position, on doit faire ça. C'est ça d'abord qui est bien pour nous avant que vous veniez exécuter vos idées ou n'importe quel projet que vous avez. Donc on doit investir dans l'humain pour essayer d'être les premiers bénéficiaires de ce que nous avons. Et tu as l'impression un petit peu que, tu vois, tout ce système, aujourd'hui on est dans un système qui, tu sais, pendant une époque, l'humanité allait chercher sa nourriture dans les arbres fruitiers, il y a longtemps. Et puis après, ça s'est transformé en, même si dans quelques régions ça existe encore, puis après ça s'est transformé en, ok, on rase tout, on plante et on fait pousser notre nourriture. Et aujourd'hui, en fait, on va jusqu'à prendre dans le sang même de la terre, c'est-à-dire qu'on va creuser très profond pour prendre tout ce qu'on peut prendre pour construire à la fois tout ce qu'il y a ici dans ce bureau, tu vois. Et qu'aujourd'hui le monde entier fonctionne comme ça, mais que c'est un fonctionnement qui est très occidental, quoi, tu vois. Et quand tu dis que ouais, tiens, tout ça arrive en Afrique, tu sens que même cette idée, cette vision du monde qui est de arracher à la terre pour essayer de gagner de l'argent, tu as l'impression que c'est quelque chose qui aujourd'hui commence à devenir totalement normal dans le continent africain, au Congo notamment, qu'aujourd'hui en fait il y a plus l'argent qui est devenu plus important que le fait de vivre ensemble et de pouvoir profiter des ressources qui sont omniprésentes déjà autour de nous. Tu as l'impression que c'est comme ça aujourd'hui? Ouais, parce que... Il y a une sorte de perte culturelle on se dirige en fait vers la culture du grand capital, du capitalisme, de prendre à la terre pour transformer en argent. Ouais, c'est pour ça que j'insiste que voilà, à un niveau, il faut vraiment investir dans l'éducation parce que on aime trop la facilité au fait. Et en aimant trop la facilité, on ne se donne pas le temps d'analyser les choses ou bien de chercher des nouvelles idées. Quand on se dit, ouais, l'argent, tu sais, l'argent, en soi, les cash, c'est des papiers. Comme on dit toujours, c'est des papiers. C'est des arbres. Ouais, et quand on pense que, voilà, il faut seulement chercher d'abord l'argent, avoir l'argent, sans savoir c'est quoi qu'on va faire avec cet argent. C'est là le problème, en fait. Ça m'intéresse ce que tu dis. Ouais, parce que l'argent en soi, si tu n'as pas des idées, tu n'as pas de projet, t'as pas de... On peut te donner même des milliards maintenant, mais si tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire avec, c'est d'autres personnes qui vont, avec ton argent, ils vont faire encore plus d'argent. Et en faisant peut-être pas spécialement du bien aux gens, à la planète, à l'environnement, quoi. Parce que déjà aussi, il y a un problème aujourd'hui, c'est plus difficile d'avoir plus d'argent propre. Donc, pour avoir plus d'argent propre, il faut travailler, vous allez finir par faire des projets qui font plus de bien aux gens. C'est-à-dire, avoir l'argent propre, c'est que tu arrives à t'enrichir sans avoir eu à couper des têtes. Sans avoir eu à faire la guerre ou sans avoir eu à vendre de la drogue. C'est très compliqué. Hein? C'est très compliqué. Mais quand vous arrivez à avoir l'argent propre, c'est dans des projets que même les bénéficiaires, avant seulement de penser à l'argent, c'est des vraies choses que vous avez laissées à la société. C'est par exemple des projets très écologiques où ça peut être, je sais pas, ça peut être des projets où vous avez de l'eau, par exemple de l'eau potable pour une population, ou ça peut être, je ne sais pas, la protection des arbres, ou ça peut être... C'est très... au fait, tellement on est dans un monde aujourd'hui qui est à 200 à l'heure, on n'est plus patient, on veut seulement tous être puissants d'abord. Ouais, c'est ça. Et puis après, on va réfléchir, mais on veut d'abord être puissant. Mais à force de chercher cette puissance-là, même quand on a un peu de cette puissance, on veut avoir plus. C'est pour ça qu'on ne se comprend plus jamais. Le monde va toujours... ça part dans tous les sens, au fait. On se comprend plus, on est partout, on veut tout faire. C'est comme si on était dans une forme de schizophrénie. Comment toi tu le vis en tant que... voilà, ton pseudo jeune leader. Il y a beaucoup de cette jeunesse congolaise et africaine qui adore ce que tu fais, qui regarde tous tes clips. Je veux dire, tes clips, c'est quand même
magique, quoi. Le monde que tu rassembles, les gorilles, il y a une beauté, tu vois. Il y a quelque chose qui vient vraiment du terre-terre qu'on ressent là-dedans. Forcément, donc, il y a plein de jeunes qui s'identifient à toi. Et on a l'impression que la jeunesse aujourd'hui fonctionne beaucoup avec ce que l'Amérique lui a montré, ce que l'Europe lui a montré, tu vois. Ouais. C'est normal, ça vend du rêve quand t'es dans la galère et que tu vis à Keene. Keene, merci, parce que voilà, tu m'as fait visiter Keene en partie aussi, et j'ai vu, au contraire de moi, ma seule expérience c'était Dakar, tu vois. En Afrique, c'était Dakar avant Dakar, Keene. ouais, il y a eu un peu le Mali, il y a eu, voilà, okay. Mais c'était Dakar avant Keene, et voilà, bon, tu sais bien, l'Afrique c'est riche, il y a tellement de langues, il y a tellement de cultures, tu vois, je veux dire, mais on a l'impression que ce qui ramène toute la jeunesse africaine, c'est waouh, DJ Khaled, waouh, Drake, waouh, Michael Jackson, tu vois, un peu la grandiloquence de ce que représente la réussite. Et t'as pas l'impression que toi, en tant qu'artiste, qui est vu de la même façon, hein, on te considère comme un géant, quoi, que tu te dois aussi de devoir porter la belle montre, porter les lunettes, parce que c'est tellement ancré dans la jeunesse que si tu ne le fais pas, la jeunesse va dire « Ah ouais, mais lui, il ne représente pas tu t'éloignes un peu de... Ouais. Tu vois ce que je veux dire un peu? Yves Saint Laurent, Rolex. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, justement, Rolex, Yves Saint Laurent l'influence que ça a sur la jeunesse? C'est vraiment une très belle question et surtout une question super intelligente. Et j'espère que je serai capable d'y répondre. Ce qui est sûr, tout part du marketing d'abord. Du marketing pas le marketing, mais de la définition du succès. Ouais. La définition du succès. Donc réussir chez nous, vous savez, c'est pas seulement chez nous, mais un peu partout maintenant. Je pense que tout ça part aussi de la position où on se sent, donc ces petits complexes d'infériorité. Donc on sent toujours qu'on doit plus prouver des choses parce que voilà, si peut-être on montre pas ça, les gens ne vont pas croire. Si c'est pas la Rolex, c'est Yves Saint Laurent ou c'est vrai, ça peut être la voiture, ça peut être la baraque et tout. Montrer l'argent qu'on en a et tout ça. Ouais. Moi, je pense, par rapport à ça, ça part de la vision de chacun. Ça part de la vision de chacun. Moi, personnellement, par ma propre expérience, j'ai fait partie de ces jeunes-là qui, effectivement, ils veulent quand même inspirer la bonne vie aussi. La bonne vie parce que de là où je viens, de la souffrance qu'on connaît jusqu'à ce jour, je trouve que ça fait un peu de bien à toute cette population de penser à autre chose. Parce que déjà, on a assez souffert. Et je ne suis pas un ambassadeur de la tristesse. Je dis pas que porter des lunettes un peu chères ou des Rolex, c'est ça la réussite, mais je veux dire que si, grâce à ça, ma population peut se sentir mieux ou peut espérer, peut avoir de l'espoir de réussir aussi un jour, je vais le faire parce que moi, je suis un ambassadeur de la bonne humeur, je suis un ambassadeur de l'espoir. Je suis un ambassadeur de la paix aussi. Donc, j'ai fait toutes ces choses-là. C'est pour influencer un bonheur quelque part. Et le bonheur, aujourd'hui, si on a le 100%, il y a 90% de ce qu'on nous montre. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, grâce au marketing que les États-Unis se fait, à partir même de partout, ils mettent leurs drapeaux sur des casquettes, sur de clothing line, whatever. Les gens, à force de regarder ça tous les jours, ils se disent « Ah, j'aimerais que mon pays soit comme ça.
Ça, c'est le marketing, c'est la com. Et nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là où on comprend que nous aussi, on doit savoir se vendre plus pour attirer l'attention de tous. Nous, on est encore dans la position où on s'est dit, ah, les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Où, moi, j'étais ici, on est à Bruxelles, on marchait sur l'avenue. Avenue Louise. Je pense, ça devait être ça. Mais avant Louise, avant qu'on entre sur Louise, l'avenue qui est juste à côté, l'avenue de la Toison d'Or. Qui est grande là. Ouais, moi, ouais. j'ai dit, mais moi, je trouve que ça, c'est plus beau même que les Champs-Élysées, par exemple. Parce que quand on me dit la plus belle avenue du monde, j'ai dit, qui a eu ces pouvoirs-là de dire ça facilement? Il a visité tout le monde entier ou bien quoi? Parce que la beauté aussi, ça dépend de la personne qui regarde ça. Donc moi, par exemple, je me dis, on a aussi des plus belles avenues, mais on n'a pas des marketeurs. Au Congo, on a des plus belles avenues, on a beaucoup de belles choses, mais que on n'a pas encore, on ne parle pas assez de ça. Alors du coup, comme même par exemple mes quelques frères congolais sont convaincus que les Champs-Élysées c'est la plus belle avenue du monde, ok, peut-être de temps en temps quand j'arrive à Paris, je vais faire des petits snaps, comme ça je leur montre que votre plus belle avenue du monde, j'étais là aussi, et c'est pas mal. Mais dans ma tête, moi je me dis, bon, rien à voir. C'est juste pour divertir ceux qui veulent être divertis avec ça. C'est ce que j'ai dit, influencer ces petits bonheurs quelque part. Mais c'est pas que je suis convaincu que voilà... mon pays des rêves ou ma ville des rêves, c'est Bruxelles ou Paris ou Miami. Moi, je suis plus dans un cadre où, voilà, si je vous montre ça et ça peut vous donner les sourires, ok, on va le faire. C'est la même chose avec la musique, la danse. Si ma façon de danser vous fait plaisir, ma façon de chanter vous fait plaisir, on va le faire. Je vois pas où ça peut me faire du mal à vous faire du bien. Et ça a toujours été ça, ma motivation dès le départ. Avec tous mes frères, quand on a commencé avec la musique, nous étions plus motivés de faire du bien à notre communauté qui souffrait après, pendant la guerre. Il y a les volcans qui arrivent, l'éruption volcanique, vous n'avez rien, vous perdez tout en même temps. Et vous, et vos parents, et vos cousins, et toute votre famille, vous devenez des sinistrés. Et tout ce que vous pouvez avoir, c'est que vous vous rendez compte que vous avez des talents dans la musique et vous commencez à chanter, faire des petites émeutes dans des camps de sinistrés, vous chantez, les gens sourient. Et c'est ça qui était notre motivation. Alors, c'est cette vision-là qu'on continue seulement. Si bien m'habiller peut vous faire du bien et peut vous inspirer aussi à vous faire plaisir, alors habillons-nous bien. Et puis je viens du pays de la sapologie, donc il y a un lien à tout ça. Bien sûr. Il y a un lien. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas la sapologie, je vous mettrai un lien en description pour comprendre de quoi il en retourne, mais c'est un art aujourd'hui, hein, ouais. Totalement. Les pays des Papa Wemba, des Kofi Olomide, avec... voilà, on aime bien s'habiller. C'est vrai que des fois même on en fait trop parce qu'on est, voilà, c'est ça en fait. La sape, c'est une religion chez nous. Ouais. Quand tu viens, t'es pas bien habillé, c'est un péché. Ah, t'inquiète, tu sais, ma chérie est congolaise. Voilà, moi quand je vais aux événements de famille, là, que je viens habillé d'avant-garde, on me regarde, c'est ton mari ça? C'est ça quand on est un peu dans les deux mondes. Tu vois, moi, c'est intéressant tout ce que tu me dis parce qu'il y a vraiment un point commun. Je t'ai dit, aujourd'hui, on est dans un monde avec des limites planétaires, donc on a moins de pétrole disponible qui nous permet de faire tout ça. On a moins d'argent, enfin l'argent est centralisé dans les plus grosses fortunes de plus en plus et la pauvreté, malheureusement, on a démontré que ces 10 dernières années est en train d'augmenter de nouveau, pendant qu'elle se réduisait depuis longtemps. Ah bon? Eh ben ça fait le contraire, elle est en train de réaugmenter et depuis la situation avec la pandémie, ça va beaucoup plus vite. Les riches ont démultiplié leurs fortunes en gardant tous les capitaux. Et de l'autre côté, malheureusement, la famine dans le monde s'est accrue. Alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais on est passé de 500 millions de personnes à 700, 850 millions de personnes. Quoi, pauvres? De famine. Ah, okay. Voilà, famine, c'est 10% de l'humanité dans la famine. Et ça, c'est en train d'augmenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
C'est comme si il y avait les grands puissants, alors sans rentrer dans les délires complotistes, mais qui savaient que ça commence à sentir mauvais en termes d'instabilité, en termes de ressources disponibles. Donc on va garder un maximum, je vulgarise complètement. Et donc malheureusement, la pauvreté est en train d'augmenter. Et moi, tu vois, c'est un petit peu ça. Moi, quand je vais dans les écoles, par exemple, où, tu sais bien, on a des gens issus de deuxième ou troisième génération qui viennent d'Afrique, etc. Ils sont beaucoup en mode, tiens, je veux la voiture, je veux montrer, parce que c'est la partie du construit des parents, tu vois. Les parents, moi, mon père... c'était pareil, c'est un immigré du Sénégal. Lui, je devais avoir la grosse voiture, la maison. Je devais montrer que j'avais des trucs sur moi pour me dire bravo, mon fils, t'as réussi. Tant que j'avais pas ça, pour lui, j'avais pas réussi parce qu'il a pas eu, tu vois. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que t'as pas l'impression que offrir ces petits moments de bonheur comme tu parles, et après on va parler de toi dans la guerre parce que c'est quand même un point qui est très important. Ces petits moments de bonheur dont tu parles, tu sais, avoir la paire de baskets, la paire, voilà, Louis Vuitton, tout ça. Montrer sur les réseaux aussi, qui provoque un petit moment de bonheur, effectivement, un petit moment de plaisir sur l'instant T quand les gens le regardent en disant « Ah, purée Inos, il est là-bas avec son Hummer. » T'as un Hummer, ou tu l'as encore ton Hummer? Ouais. T'as encore ton Hummer? Moi, je vends pas mes trucs. Non, ok, tu vois. Non, je sais pas, on ne sait jamais. Hein. Je garde tout. Voilà, t'as un gros Hummer H2, ce qui est beaucoup plus légitime d'en avoir H3, H3, excuse-moi, pardon, encore mieux. Ce qui est totalement légitime, à mon sens, d'en avoir en Afrique. Quand tu étais au pays, j'avais pas encore ma Corvette. Ah, t'as une Corvette? Ouais. Mais comment tu roules avec une Corvette Ouais, je roule à Kin, mais il y a l'asphalte, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu commences à aller un peu dans le pays, tu vas pas dans le pays avec. Non, je vais aller faire quoi avec la Corvette? Tu vas pas réussir, tu vois. Mais regarde, tu vois, quand t'as tout ça et que tu le montres, parce que c'est normal, c'est le modèle de réussite par lequel on se dit, ah, Inos, il a réussi. Donc je comprends totalement ce schéma de pensée-là. Mais t'as pas peur que le fait de montrer ça souvent sur les réseaux, montrer ce style, le lifestyle, va faire qu'en fait plein de gens voudront avoir la même chose que toi et que certainement que demain il va y avoir un jeune qui va cartonner dans la musique, qui va dire ah Inos m'a inspiré et qui va faire la même chose et qui aura réussi, tu vois, en quelque sorte, et qui fera du bien autour de lui un maximum qu'il peut, mais que de l'autre côté tu ferais plein de déçus qui n'y seront pas arrivés, qui n'auront pas réussi à atteindre cette vie-là et qui auront peut-être toujours l'impression au fond d'eux d'avoir échoué. Quelque chose dans le genre, t'as pas cette sensation-là? Non, et je pense que personne ne doit avoir cette sensation-là. On ne doit pas... D'abord pour commencer, c'est ça aussi le problème de notre société aujourd'hui. Personne n'est responsable du bonheur ou du malheur des autres. Tant que vous n'avez pas... Il n'y a pas eu un échange physique ou je sais pas quoi, où tu as voulu vraiment trop imposer ta façon de réussir à d'autres personnes. Non. On ne fait que montrer, on ne fait qu'exprimer. Par exemple, tu as donné un bel exemple avec ton propre papa. Et quand tu as ces paires de baskets là, quand tu as cette belle voiture, si papa est content et ça lui fait du bien, la question c'est maintenant, où est-ce que toi ça te fait du mal? C'est ça, mais... Parce que moi, je ne trouve pas que si, par exemple, moi aussi, ouais, voilà, je suis beaucoup sur les réseaux et on est dans un monde où personne n'a envie de s'ennuyer. Si, par exemple, je me réveille, je suis dans le mood, je vais montrer mes voitures que j'ai achetées parce que j'ai beaucoup travaillé et je ne trouve pas où ça fait du mal à quelqu'un, à moins que ça soit maintenant de la jalousie ou de la haine ou je ne sais pas quoi. Et je ne fais pas ça parce que je vais te rappeler que tu es nul, non? Mais tu ne penses pas que c'est pas toi, c'est pas ta volonté, mais tu ne penses pas que c'est ce que ça peut créer comme sensation et comme sentiment? Tu vois, à partir du moment Parce que si on réfléchit comme ça, on va commencer à chercher à savoir, voilà, pourquoi telle personne a déprimé et il a commencé à tirer sur des gens à Bruxelles. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas notre responsabilité de tout connaître, le background de tout un chacun. Si tu fais du mal, c'est vrai, on est dans un monde qui a déjà assez de problèmes. Mais quand tu fais du mal, tu fais du mal. Hein. Tu fais du mal. On t'est puni. On va pas te comparer à un gars qui a commis un attentat. Non, j'ai dit parce que c'est un côté au fait qui n'a pas beaucoup d'influence négative, au fait. C'est un côté où, voilà, tu montres que tu es en train de réussir et selon ton background. Moi, par exemple, je sais, ça nous arrive très souvent quand nous venons d'une
d'un background très pauvre, on n'avait pas assez, on n'avait même pas à manger. Mais parlons-en de ta vie. Oui. Quand on a, au fait, ces sentiments-là de « Ah, j'avais pas à manger avant. » Le sentiment du manque. Mais là, par exemple, je suis capable de... Je peux me réveiller un jour, j'ai même pas prévu, mais je suis capable de payer de la bouffe. Je peux payer un buffet à toutes ces personnes, même si je les connais pas et tout. C'est un bon sentiment, en fait. Ah oui, là, tu donnes à manger. Ouais, non, j'ai dit, c'est un exemple, même au restaurant, que ça soit 5 stars, whatever, mais tu te trouves dans une position où tu te dis, putain, j'avais rien, mais là, sur base de rien, je peux appeler mon père, ouais, ça va. Ou j'appelle ma maman, ça va, tout se passe bien. Et puis bon, regarde, demande à tel, j'ai envoyé quelque chose, voilà, fais ce que tu veux avec. Mais c'est un bon sentiment, parce que nous, on a grandi dans cet esprit-là de, voilà, quand on a les petits pouvoirs, il faut chercher à faire ce qu'on n'arrivait pas à faire. Et c'est ça peut-être le but aussi de grandir. Parce que, en même temps, si tu te caches toute la vie, tu fais rien de bien à personne. Et puis quoi? Tu vas te déprimer. Toi-même, tu vas d'abord déprimer parce que voilà, à un moment, on dit toujours, même ceux qui se cachent font leur folie quelque part. On dit toujours, ouais, parce que nous, on vit dans ça tous les jours. Ouais, vous savez, vous les artistes, surtout les blacks, vous voyez pas, les Bill Gates ne portent pas de Gucci. On lui a pas demandé de porter du Gucci, mais quand il achète ses avions ou, je sais pas, il se paye des collines quelque part, où oui, il se paye des îles. Villas, ça, on médiatise pas parce que... Exactement. Pour qu'on comprenne ça, nous les pauvres... C'est comme si en fait il avait acheté tout un stock de montres Gucci en fait. Ouais, sauf qu'il ne le porte pas, mais on le voit sur Google Maps quoi. Peut-être il médiatise pas ça parce que même pour ceux qui pensent être un peu riches ou juste stables, on va rien comprendre. Il a acheté l'île, il va faire quoi là-bas? Bon, c'est trop pour nous. Nous, on est encore dans les niveaux où, ouais, la Rolex, c'est, voilà, c'est la rose gold. C'est trop facile parce que, voilà, c'est nos petits moyens, on se comprend, n'est-ce pas? Tu connais, t'as vu les prix sur les réseaux. Moyen, grand moyen. Mais quand Elon Musk achète un bateau à, je sais pas, à 200 millions ou, je sais pas, 300 millions. Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Les chauves. Ouais, exactement. Il a acheté un yacht qui a été construit et il fallait démonter tout un pont historique qui datait de 1850 pour qu'il passe et ils l'ont fait. Ouais. Quand ils font ça, d'ailleurs, je sais pas, Jeff, lui, il est d'ailleurs plus, il médiatise parce que ça, par exemple, c'était médiatisé, mais chacun a ses petites folies pour se rendre compte que, ouais, mais j'ai bossé pour cet argent. Donc, si j'ai fait ça et que ça tombe, que vous êtes au courant, mais moi j'ai fait quoi? Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où toutes ces folies, et là on parle des grandes folies, toi en tant que personne qui fait partie de l'élite congolaise en termes financiers, donc tu as plus d'argent que le reste parce que tu as travaillé pour, et attention. Non, attention. Au Congo il y a de l'argent. Il y a de l'argent, ça c'est sûr. J'en connais à la GKV, t'inquiète pas. J'en connais ici qui travaillent à la GKV, il y a de l'argent, ça c'est sûr. Non mais ce que je veux dire par là c'est que j'ai vu que ta méthodologie de travail, déjà respect, c'est familial. Ouais. Tes frères, il y a un des frères, vous ne le voyez pas, il est ici, manager, carré. Prince, il y a Gizo qui est arrangeur. Exactement. Il y a Achille Balume qui est réalisateur des clips. Voilà, qui fait les clips et tout. Donc, business familial, bien rodé, top. Mais justement, tu vois, tous ces plaisirs, les plaisirs que tu as la voiture, etc., pas de problème. Et tous les autres. Qu'est-ce qui se passe dans un monde, et c'est le cas aujourd'hui, où on peut le faire pour moins de personnes. Il y a moins de personnes qui pourront en bénéficier. En même temps, ça provoque un effondrement de biodiversité. Parce que un effondrement du vivant, des animaux, des espèces vivantes. Bref, on coupe des arbres à mort, quoi. Tu vois. On coupe des arbres pour aller creuser, enlever des trucs. Et qu'en fait, tous ces trucs-là, y compris moi, et moi j'ai des Crocs. Hein. Crocs, c'est une grosse industrie, Crocs. Hein. Faut pas se cacher. Hein. À partir de ce moment-là, où on est tous en train d'accumuler et d'accumuler gros, et de montrer, regardez les gars, et que les autres veulent, et qu'en même temps ça provoque une forme de changement climatique. Parce que c'est dans ça qu'on vit aujourd'hui. On vit avec un changement climatique où les premières personnes affectées par ce changement climatique, c'est pas forcément les Européens ou les Américains, quoique les Canadiens, leurs forêts brûlent beaucoup, c'est l'Afrique subsaharienne qui encaisse le plus. C'est l'avancée du désert, c'est des sécheresses immenses
qui fait que maintenant on est carrément en train de fabriquer du Burkina Faso jusqu'en Tanzanie là environ. On est en train de fabriquer une barrière on fait pousser une barrière végétale pour empêcher, tu vois, cette sécheresse parce que plus tu plantes des arbres, plus tu as de la pluie, tu vois. Enfin, il faut faire pleuvoir en quelque sorte. Alors comment tu le perçois, tu vois, le fait que tous ces biens de consommation qu'on est tous, et attention, j'ai participé à ça aussi, hein, fait qu'on veut tous avoir la Rolex, le machin, et que plus on monte de gamme, plus on a de l'argent, plus la Rolex se transforme en je veux l'aéroport privé, je veux la plus grande maison, et que tout ça a un impact, ça veut dire que malheureusement des gens de l'autre côté peuvent moins en bénéficier, et qu'à la fois ça nous amène dans un changement climatique qui à un moment donné va tous nous éteindre comme ça, tu vois. Comment toi tu le vis avec cette information-là à ce moment-là? Cette information-là... Ah désolé, hein, je t'amène dans un truc... Ouais, c'est très profond et je me demande, j'ai deux sentiments. Raconte-nous tout. Le premier sentiment, c'est que c'est quand même bizarre. Donc tout ce qu'on fait, par exemple, toutes les usines qu'il y a en Europe, en Asie, en Amérique, comment ça peut... D'abord, ça c'est une question. Comment c'est nous que ça va affecter avec la sécheresse? Ok. Là d'abord, moi personnellement, je ne comprends pas bien. Tu veux que je te fasse le lien rapidement? Ouais. Mais pour que j'oublie pas mes idées, si tu seras bref, tu me dis. Je peux être bref. Ok, tu veux noter ton idée? Ne perds pas ton idée. Hein. Non, je ne perds pas. Je dis pourquoi, comment. Ok, parce que toutes ces industries-là, de transformation des matières premières, qui ensuite... Qui sont ici en Europe, Asie, Amérique. Toutes les matières premières qu'on prend de Russie, d'Amérique, ou de tous les pays, et y compris d'Afrique, on les transporte avec des bateaux qui brûlent du pétrole. Donc ils envoient des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ensuite, on décharge tout ça et on transforme. On transforme le cobalt, le coltan, il faut le faire fondre. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de pétrole, de gaz à effet de serre qui vont dans l'atmosphère. Ensuite, il faut le transporter et le vendre, gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour toutes les industries de tout ce qu'on fait, le béton, fabriquer du verre, toute notre manière de faire aujourd'hui, comme on fait beaucoup, gaz à effet de serre dans l'atmosphère, provoque le changement climatique. Donc en fait, la température de la Terre globalement se réchauffe. Et le fait de se réchauffer parfois juste un tout petit peu, là on a plus 1 degré comparé à ce qu'on doit avoir. Plus 1 degré, c'est comme si tu étais un peu malade, tu passes de 36 à 37, 37, 38, tu dis oh, je suis un peu pas bien mais ça va. Mais quand on prévoit à rythme constant qu'on atteigne 2 degrés, 3 degrés, et là c'est fin de nos sociétés. C'est-à-dire que le changement climatique va accentuer des sécheresses dans des zones où on ne pourra plus rien faire pousser pour manger. Mais non, moi je reste encore là. Voilà, reste là. Ce qui s'est fait en Asie, Europe, en Amérique, ça impacte sur la sécheresse en Afrique. Totalement, ouais. Je vais comprendre pourquoi seulement là-bas. C'est une étude qui a déjà été confirmée. Oui, par le... Ou bien on pense que Non, c'est en cours, c'est déjà en train de se passer en ce moment. C'est le rapport du GIEC qui a déterminé en fait que... Dernièrement aussi, j'ai vu, il y a c'est en Amérique latine où il y avait du feu dans la forêt et ça venait vers la ville. Je sais pas si c'était où j'ai oublié, j'ai vu ça en Argentine, tu as vu c'est des images d'Argentine, je crois que tu as vu récemment. Pense. Ah ouais, en Argentine. C'est effroyable, je vais essayer de vous mettre les images, c'est effroyable, on voit vraiment un mur de flammes qui se rapproche d'une ville. Ça se passe chaque été. En fait, tout ce qui est près de l'équateur, qui sont des zones où il y a beaucoup de soleil qui arrive et avec tout un système météorologique très complexe. Malheureusement, aujourd'hui, les premiers impactés, c'est les pays où il fait déjà très chaud. Donc en fait, des endroits où il pleuvait pas beaucoup, il pleut beaucoup trop, ce qui ravage toutes les cultures. Et des endroits qui étaient secs sont encore plus secs. Donc en fait, c'est vraiment une intensité de tout. Beaucoup plus de pluie dans un endroit, plus de sécheresse dans l'autre, qui fait qu'en fait, on peut plus produire la nourriture. Et tu sais, nous, en Europe, en vérité, demain, on a un ouragan plus puissant que d'habitude. On ramène les pelleteuses, on ramène les militaires, on peut venir aider où on veut, tu vois, parce qu'on a les capacités de le faire. Dans d'autres pays, malheureusement, un événement climatique intense, qui se trouve loin là-bas dans le fin fond du pays, toi-même, tu connais.
tu vis au Congo, tu sais que c'est dur d'accéder à des zones par moment. Bah, fait que si jamais il y a un village qui est englouti, le temps que les secours arrivent, il faut une semaine, tu vois. Et ils n'arrivent pas. Et ils arrivent, et tu le sais déjà, et ils n'arrivent pas. C'est ça qu'on parle d'inégalité aujourd'hui face au changement climatique, tu vois. Et que malheureusement, qu'est-ce qui a amené la situation aujourd'hui à devenir plus compliquée pour l'Afrique en général, pour l'Amérique du Sud, pour l'Océanie, pour toutes ces zones-là, bah, c'est le monde dans lequel on est, qui est un monde très industrialisé, qui fait beaucoup de pollution, tu vois. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, je te parle de l'influence qu'on peut avoir, toi et moi, de façon indirecte, tu vois, sur les gens. Mais là, c'est là maintenant que je reviens sur mon deuxième sentiment. Et je t'écoute, j'ai beaucoup parlé là. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça, malheureusement, ça nous ramène directement à la politique. C'est que quand vous êtes ici en Europe, je ne sais pas pourquoi, mais comme on dit en anglais, for some reason, vous vous sentez aussi en même temps obligé de venir avec des idées pour sauver l'Afrique. Mais la question c'est, est-ce que c'est votre rôle? Parce que l'Afrique, vous savez, l'Afrique a ses pouvoirs. C'est juste que des fois on oublie ce qu'on est à force de nous rappeler que voilà, vous êtes nuls, vous êtes faibles, vous n'avez pas assez d'idées. Nous, on peut avoir des projets pour vous protéger. Mais l'Afrique a des pouvoirs très spirituels dont vous n'avez aucune idée. Mais on a juste à un moment oublié que voilà, c'est nous. Hein. C'est nous qui... tout ce que les gens voient dans des films des films, tu vois, où on exprime un peu les choses qui ne s'expliquent pas. Déplacer des montagnes. L'Afrique a ces pouvoirs-là, ne vous inquiétez pas, on n'oublie pas. Mais moi, je me dis toujours, pourquoi? Parce que ça, j'entends ça souvent depuis très longtemps. Tantôt, c'est des milliardaires, sans citer des noms, qui disent « Ouais, on va combattre telle chose en Afrique et tout. » Et des politiciens de leur côté « Ouais, on doit suivre de près, par exemple, telles élections dans tel pays. On doit observer, on doit rétablir la vérité. » Il y a d'autres qui disent... Tu parles des ingérences extérieures, c'est ça? Ouais, moi je me dis toujours, qui s'était réveillé un jour, un matin, il a dit, nous on a une responsabilité sur l'Afrique, ce qui se passe en Afrique, parce que la sécheresse, par exemple... C'est du néocolonialisme, ouais, parce qu'on va continuer la même chose que tous les jours on chante, que peut-être on a déjà dépassé les colonialismes, mais on reste dans ça au fait. Il y a un problème, par exemple, vous faites des voitures, vous les mettez en vente, et quand les Africains veulent les acheter parce que voilà, les gars s'ennuient un peu, et ils veulent un peu voir la best life, ça devient, ouais, attendez, si tout le monde veut avoir cette vie, ça va impacter les climats. Mais non, arrêtez déjà de faire vos voitures, alors comme ça, nous tous, on va marcher et tout. On va faire du sport un peu, tu vois. Et c'est seulement quand l'Africain veut quelque chose que ça devient. Non, on va réfléchir d'abord et voir si ça arrange tout le monde. Parce que si nous, on fait ces véhicules, on roule dans ça depuis des années, et quand ça commence à descendre chez vous en Afrique, il y aura des problèmes de climat et nous, on va mourir. Non, il ne faut pas avoir peur de mourir en fin de compte. Parce que si vous me dites par exemple, voilà, et il y a cette idée, et c'est à l'intérêt de tous. Parce que derrière tout ça, moi j'ai un petit souci. J'ai toujours l'impression en tout cas que ces idées viennent quand vous, les Européens, vous voulez vous protéger d'abord. C'est ce qu'on a vécu. Je suis désolé, mais j'ai eu l'impression là pendant le Covid. Ouais. Totalement, tu as totalement raison. Tout le monde voulait, ouais, on voit, mais maintenant comment l'Afrique va s'en sortir? Parce que déjà, nous, on a du mal ici. Les gens sont en train de mourir. L'Afrique, c'en est relativement par jour, 10 000 personnes, je ne sais pas, en Espagne ou Italie et tout. On était inquiets pour vous tous. Mais qui vous a dit que l'Afrique était incapable de survivre? Parce qu'après, les gens ont vu les contraires. Nous avons nos peaux qui sont différentes. Nous avons nos maladies qui nous attaquent en Afrique et peut-être qu'on a déjà su gérer. Ah, le système immunitaire de et quelqu'un on n'a pas, en fait, les fonctions. Moi, par exemple, je suis ici en Belgique et
moi, chaque fois quand je suis dans un milieu où il fait très froid, j'ai toujours l'impression qu'il y a une maladie quelque part. Et peut-être vous, quand vous êtes descendu aussi en Afrique, avec la chaleur, vous allez avoir l'impression que putain, j'aurai la fièvre ou quelque chose, ou je sais pas. Après, tu vois la différence, quand un Européen va en Afrique, il doit prendre de la quinine, des fadivakine. Donc même le fonctionnement de notre corps, l'alimentation, c'est pas la même chose. On a nos propres délires qui, peut-être, vont nous sauver ou vont nous massacrer, mais ça, moi, je vais seulement comprendre ou je veux dire pourquoi il doit y avoir un pouvoir qui doit venir de l'Europe pour espérer sauver l'Afrique. Parce que moi, la question... Des États-Unis et de la Chine. Hein. Ouais, bon, l'Europe... tout le monde vient faire de la gérance. L'Occident, j'essaie un peu de... L'Occident, t'as raison. Ouais. Voilà, je veux savoir pourquoi. Parce que la question qui est derrière, que je pose aussi très souvent, même quand je croise des amis politiciens, j'ai dit... Si vous sauvez l'Afrique, c'est quoi votre intérêt dans tout ça? Si l'Occident veut sauver à tout prix, tout le temps, il y a des sommets, l'Afrique aussi, on doit voir comment, mais c'est quoi votre intérêt? Si ce n'est pas d'abord vous protéger, ou vous avez des intérêts en Afrique et vous voulez protéger. Je pense que t'as deux pans. Moi, tu vois, je suis entre les deux. Ma mère, elle est belge, blonde aux yeux bleus, Toubap, Mundele, tu vois. De l'autre côté, mon père, c'est le Sénégalais, tu vois. Donc je suis à l'entre-deux-mondes. Et moi, pour te donner le prisme avec lequel les choses sont vues ici en Europe, c'est que t'en as qui veulent fondamentalement, vraiment, faire en sorte que l'Afrique puisse accéder à l'énergie nécessaire pour son développement, pour sa santé, pour son alimentation, qui veulent arrêter, et il y a des Européens ici, hein, qui veulent arrêter toute forme de néocolonialisme encore omniprésent, de vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça, qu'il y ait une justice en termes de financement, parce que vous, les pays africains, vous, moi, bref, les pays africains, quand ils s'endettent auprès des grandes banques pour faire des projets, des écoles, des ponts, des machins, ils doivent rembourser 5 fois plus que d'autres pays. Pourquoi? Parce que le risque est plus grand. Ah oui, ils vont peut-être pas nous rembourser. Donc il y a une grosse injustice à ce niveau-là. 5 fois plus, comment tu veux faire pour t'endetter correctement et te développer? Et donc tu as des Européens qui sont vraiment en train de militer en mode non, laissez l'Afrique tranquille. Mais de l'autre côté, sans que les choses soient trop maïniquées non plus, noir ou blanc, mais de l'autre côté, tu as des Européens qui, eux, intérêt financier, intérêt pour nous. Ok, on va venir développer des régions, ce que la Chine fait, ce que les États-Unis font, ce que tous les pays sont en train d'essayer de faire avec l'Afrique, en quelque sorte extérieur à l'Afrique, c'est on va venir vous aider d'un point de vue politique pour en même temps nous avoir un gros intérêt derrière. Tu vois, par exemple, la Chine, eux, ils se disent comment est-ce que nous géopolitiquement on va devenir meilleur que tout le monde, que les Américains, que les Européens, que le reste du monde. C'est on va essayer d'avoir absolument toutes les ressources pour fabriquer des objets électroniques. Et donc, en Chine, il y a déjà beaucoup de ressources, mais en même temps, ils se sont installés dans plein d'endroits en Afrique, on a construit des routes, on a construit des ponts, dans l'unique but de prendre, encore une fois, et de réitérer ce qui a été fait avant. Mais d'une autre façon, je veux dire, le colonialisme européen, il a été très sale, très sombre. Là, ça a une forme d'impérialisme où il y a des constructions de routes, il y a des constructions on construit des immeubles, on se dit, ah tiens, c'est bien, le Chinois, il vient, déjà, c'est pas nous qui l'utilisent, il vient avec ses gens à lui, c'est ses gens qui travaillent, et en même temps, il construit une belle maison. Et tout ce que tu veux. Mais, à la fois, le but est le même, c'est on prend la terre, on envoie ailleurs pour le bien des autres. Et en tout dernier, ça découle sur l'Afrique. Et moi, tu vois, c'est ça que je voulais te poser comme question, c'est sans rentrer dans ces Européens qui veulent défendre et ces Européens qui veulent de l'intérêt pour leur propre poche, tu vois, et je parle d'Américains et de Chinois, tout ce que tu veux, quelle est la direction pour toi, toi en tant que leader de la jeunesse africaine, quelle est, et c'est pour ça que je reviens à toi maintenant, le projet de société qui serait le plus intéressant pour l'Afrique? Imagine un monde, si tu devais imaginer l'Afrique de demain, et imagine que tu pourrais mettre en place n'importe quel projet de société. Aujourd'hui, le projet de société, c'est le capitalisme. C'est le fait de devenir très individuel. Chacun devient très individuel, pour moi, par moi. Moi, ma famille, peut-être mes amis, mais le reste, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est comme ça, le reste du monde, hein, c'est des familles individualisées. Aujourd'hui, comment t'imagines? Tu as parlé de spiritualité, tu vois. Il y a les notions d'ancestralité aussi. Qu'est-ce que tu verrais comme l'Afrique? Comment est-ce que tu la percevrais, cette Afrique-là? Et attention, l'Afrique, de nouveau, j'aime pas de venir avec le terme Afrique, parce que l'Afrique, c'est grand, tu vois. C'est tellement riche. Peut-être le Congo. Commençons par le Congo. Quel projet de société, toi, tu verrais pour le Congo dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans?
Moi, je vais d'ailleurs éviter, par contre, de parler que du Congo, mais je pense que c'est un sujet pour l'Afrique. Hein. Bien sûr. Et ça va nous faire revenir qu'à ce qu'on a déjà débattu, je pense. Les projets doivent être de se renouveler en termes de leadership, au fait, en termes d'éducation pour le leadership. On a ça, moi je pense que c'est le plus gros problème que l'Afrique a. On n'a pas de leadership. Tu vois, tu as l'impression que les leaders qui sont en place dans chaque pays, en fait, sont des gens qui travaillent pour des leaders plus importants au-dessus. Tu as l'impression qu'ils suivent leur intérêt personnel et l'intérêt d'entreprises qui sont américaines, européennes, chinoises? Un peu comme ça, mais aussi de tous ceux qui... C'est là aussi le problème de... On n'a pas aussi un média qui est très fort pour les intérêts de l'Afrique. Parce que quand on a eu aussi des leaders qui représentaient un peu en quelque sorte la vision dont je te parle, ils ont les médias qui n'est pas à notre intérêt a su faire des contre-campagnes pour ces personnes-là afin que leur propre population les déteste. Et puis après, ils deviennent des assassins qu'il faut éliminer, ils deviennent tout d'un coup de mauvaises personnes qu'il fallait éliminer. Parce que c'était des leaders, par exemple, qui avaient une vision de... Panafricanisme? Ça d'abord, mais à part ça, tu vois cette vision-là de l'Afrique est forte à elle seule. Si vous voulez travailler avec l'Afrique, venez, on collabore. Pas nous imposer votre façon de faire, pas nous imposer vos démocraties, pas nous imposer tous vos mots stratégiques là qui viennent pour désorienter la façon de l'Afrique, la façon de faire les choses. Parce que nous, on a toujours vécu dans les royaumes. Tout ça, ça a commencé en Afrique. Donc, vous avez des rois et tout ça. De Congo, et Empire du les médias, votre média occidental vient avec, ouais, vous savez, c'est ça la meilleure façon de faire les choses. Donc, tout ce qui sera plus tard à votre intérêt, vous imposez ça à l'Afrique. Et après, l'Afrique se sent toujours en position de, ouais, si on doit faire telle chose, on doit faire recours à... Si on doit faire telle chose, même si on doit réfléchir dans ton propre esprit, avant même de réfléchir, tu te sens inférieur et tu commences à céder à tous tes pouvoirs. Voilà, et tu acceptes tout et tu cèdes telle concession de mine, tu cèdes tel contrat, etc. Et pour moi... Et tu acceptes des ingérences venant de grosses entreprises. Et pour moi, les projets, comme tu as posé la question, les projets pour résoudre les plus gros problèmes de l'Afrique, c'est investir dans la rééducation par rapport au leadership. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on nous enseigne en Afrique est triqué. Selon moi, tout est triqué. Dès l'école même? Dès l'école, des livres qu'on nous envoie, tout est imprimé ici chez vous. Tout est accessible en numérique même. Et il y a des petits exemples où, par exemple, ouais, tel avait découvert le Congo. Il a trouvé des gens là-bas qui lui ont montré, allez, viens, on fait un tour. C'est comme, par exemple... C'est horrible, c'est encore comme ça. C'est comme, t'es venu quand on a fait ici... ici, je viens sur les médias. Ma première fois de venir vraiment faire des interviews sur les médias belges, c'est ma toute première fois. J'étais à la radio. Je raconte l'histoire du passage des Damso, comment on a collaboré. Tout le temps, on a vécu avec toi ça. Et par exemple, dans le monde d'avant, Vince est venu avec Damso. On a fait un beau documentaire. Et Vince, quand il revient en Bruxelles, en Belgique, il vient dire par exemple qu'il a découvert pour la première fois, avant tout le monde, il a découvert un studio à Kinshasa. T'attends au Congo, quoi. Ouais. Et pourtant, t'étais avec Inos qui a dit, allez Vince, suis-moi, je vais te montrer un peu la ville et tout. C'est comme si je m'appropriais et que j'étais celui qui... C'est comme si je minimisais. Tu minimises tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vu sur place. Je minimise et c'est moi qui ai mis en avant, c'est moi qui mets en valeur, je vois très bien. Et c'est ça les dangers. Donc ça commence dès la base. Notre éducation est pourrie parce qu'on apprend des choses qui ne sont même pas
à notre intérêt. On apprend, on connaît vos pics Everest et d'Himalaya ici. On n'en a rien à foutre de tout ça. Nous, on veut d'abord nous connaître nous-mêmes. Ouais. On veut comprendre notre Afrique, on veut comprendre notre Congo. Et vous nous apprenez des géographies, on ne sait même pas si on va un jour voyager. Laissez-nous le temps, quand on veut voyager, on va faire des formations. Allez, je vais aller en Europe. Comment ça fonctionne là-bas? Comment est le climat? Okay. Qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? Que l'éducation se passe à travers non pas un prisme africain, panafricain de la culture africaine, mais que l'éducation en fait est un ersatz de l'éducation européenne. En fait, c'est ça. C'est un transfert de l'éducation occidentale vers l'Afrique en mode apprenez ça comme ça. Donc vous apprenez Léopold II qui a découvert le Congo. Léopold II. Et peut-être c'est pas ça au fait. Donc non, bien sûr c'est pas ça, bien sûr. Tout ce qui est là pour nous désorienter, pour nous déconnecter de tout ce qui nous est cher. C'est ce que vous nous mettez dans des livres. On apprend, je ne sais pas, de Christophe Colomb. I don't know this dude. And I don't want to know him. Mais si, par exemple, je vais aux États-Unis, je cherche un lien que le Congo, par exemple, a déjà eu avec l'Amérique, on va peut-être me parler d'un certain Christophe Colomb qui était passé là. C'était, par exemple, on me dit, les premiers Américains qui étaient venus chez vous, c'était tel. Mais ne me dites pas qu'il a découvert, par exemple, le Congo, ou je ne sais pas, un Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Il a trouvé des gens là-bas qui lui ont dit, allez, vas-y, suis-moi, je te montre, il y a une chute ou je ne sais pas quoi. Viens, je te montre. Et il vient ici, il ignore tout parce que vous avez les médias. C'est ça, en fait, c'est un système de pensée qui a pris avec beaucoup de suffisance l'Afrique, et ça existe encore. Oui, ça existe. On a parlé de ça au début, la plus belle avenue du monde, Champs-Élysées. Qui a dit ça? Là, personne. Alors que Parce que c'est passé sur TV5, France 24, je sais pas, France 2 tu veux que je te dise, bon, je me justifie pas, mais pour moi, une des plus belles choses que j'ai vues de toute ma vie, et j'ai fait le Mont Fuji pendant une période où je voyageais beaucoup, c'est fini tout ça. Une des plus belles choses que j'ai vues, c'est le fleuve Congo. C'est puissant. C'est incroyable. Je crois que c'est vraiment une des plus belles choses que j'ai vues. Ce fleuve qui s'étale avec Brazzaville qu'on voit au loin, là, qui est la capitale du Congo, Brazzaville, c'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. On prend ta même phrase pendant les prochaines 30 années. On met ça en boucle sur le plus gros média au monde. Et tous les enfants qui vont venir après, toute la génération qui va suivre, ils vont dire que le fleuve Congo, c'est la plus belle chose, c'est la première merveille au monde. Ça se passe dans les médias, c'est le marketing. Et l'Afrique doit comprendre qu'on doit se renouveler en termes d'éducation, de leadership. On doit savoir se vendre. On ne doit pas attendre qu'on nous raconte notre propre histoire. Je sais que beaucoup d'Africains parlent de ça tous les jours. Et moi, je viens pour insister. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui, si on se sent même inférieur en termes de leadership, même politiquement, c'est parce que les médias jouent un rôle très important et qui n'a jamais été à l'intérêt de l'Afrique. Ça a toujours été à l'intérêt de, quand nos chefs viennent rencontrer vos chefs d'État, c'est les dimanches. Donc c'est là que les costumes viennent. Et quand c'est vos chefs d'État qui viennent chez nous, c'est relax. On est en Afrique, c'est pour sauver des vies. C'est jamais pour des projets, c'est jamais pour sauver vos intérêts. Ça, on ne montre pas. On va leur donner de l'argent, on va leur prêter de l'argent, on va leur... Mais c'est quoi votre intérêt? Vous faites tellement de bien à cette Afrique qui est là, très loin. Mais c'est quoi votre intérêt si ce n'est pas protéger vos propres intérêts? Et ça, on ne donne pas la visibilité à ça parce que personne ne veut... Aujourd'hui, vous devez comprendre que c'est trop facile d'éviter des analyses. Donc les gens veulent juste les limiter à voilà, c'est ça qui m'arrange. Moi, des fois, c'est pour ça même sur nos médias, même au pays, je ne sais plus trop donner mes positions parce que des fois même les gens posent des questions mais ils ne sont pas prêts pour les répondre. Ils posent des questions mais ils ne sont pas prêts pour analyser ensemble. Ça peut être quoi la source du problème? On ne peut pas chercher une solution à un problème qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas envie de maîtriser. Parce que la solution que vous allez chercher, c'est une solution désorientée.
Et quand vous trouvez des gens, par exemple, qui vous racontent un peu, qui, avant de parler du présent, ils vous renvoient dans les passés, les passés des décennies et des décennies, peut-être même des siècles passés. Ça devient, ouais, that's too much. On n'est pas prêt pour ça, tu vois, et tout. Et voilà, donc il y a des choses à faire en Afrique et on a un sérieux problème de leadership. Et c'est pas le Congo, c'est pas l'Angola, c'est pas la Côte d'Ivoire, mais on doit se renouveler. En termes d'éducation, de leadership, on doit se renouveler. Inos, je voudrais qu'on fasse un petit détour vers, rapidement, on aurait dû commencer par ça, mais on était tellement dans la conversation, parce que tu as vécu, toi, étant jeune, tu as vécu à Goma, donc c'est dans la région Nord Kivu. Alors pour ceux qui ne sont pas tellement au courant de qu'est-ce qui se passe actuellement, encore aujourd'hui dans cette région et qui se passe depuis très longtemps, 60 à 80% des ressources de colombo tantalite, donc coltan, ainsi que du cobalt, alors là, le pourcentage n'est pas le même, se trouve dans cette région du Nord Kivu, qui est une aberration en termes d'omniprésence de ces métaux rares à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que pour la transition écologique du monde entier, qu'elle soit chinoise, européenne, africaine et également africaine comme j'ai dit, mais américaine et tout ça, bref, tous ces pays au monde qui ont besoin de batteries, on a besoin de batteries aujourd'hui, la voiture électrique, la trottinette électrique, le vélo électrique, on a des panneaux solaires, cool, mais s'il n'y a pas de soleil, on a besoin de batteries, dépend du Congo. Le Congo, c'est stratégique à l'échelle mondiale, c'est un truc de fou. Et forcément, qui dit ultra stratégique à l'échelle mondiale et dit aussi histoire très complexe après l'indépendance et même avant l'indépendance et tout ça, fait que ça a été une des zones, et c'est encore aujourd'hui une des zones les plus instables sur Terre. Et toi, tu as vécu au cœur de cette instabilité entre différentes factions, différentes armées, différentes milices. C'est une escarmouche bordélique où l'un est pote avec l'autre milice, puis finalement ils s'entendent plus, ils attaquent un tel, et t'as les civils au milieu. Toi, est-ce que tu peux me raconter rapidement comment est-ce que tu as vécu cette période de guerre à Goma? C'est pas qu'à Goma, c'est toute la partie est du pays. Goma, c'est les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Et moi, je suis né là-bas. Il y a aussi beaucoup d'expats là-bas. Goma, au fait, c'est quand vous entendez parler de toutes ces attaques-là, c'est que c'est arrivé à la porte de Goma. Donc à Goma, c'est pas qu'il y a la guerre tous les jours. Mais à Goma, il y a la pression de la guerre. Parce qu'à Goma, c'est là où quand il y a des déplacés, tous viennent descendre à Goma dans l'espoir de trouver mieux. Parce que partout dans leur village, ils ont abandonné tous leurs champs, leurs maisons. Ils ont perdu des membres de leur famille. Et c'est Goma qui maintenant accueille toute cette pression-là. Et nous, on a vécu dans ça. Moi, je suis né en 97, comme vous dites ici. C'est là que vraiment la guerre explosé. Et c'est une situation très, très compliquée. Vous ne réfléchissez plus comme tout le monde. Vous avez toujours l'impression que la prochaine semaine, vous ne serez plus là. Vous n'avez pas vous n'avez pas cette chance ou ce luxe-là de faire ce qu'on dit, avoir des projets à long terme, avoir des idées à long terme, parce que vous vous dites que voilà, qu'est-ce qui prouve que demain, je serai là. Et ça, c'est l'une des choses que je déplore souvent, parce que je me dis, comment on peut être capable de se développer si on est dans l'insécurité déjà de savoir si on va arriver demain, si on va être là demain. C'est pour ça que je pense que la ville de Goma est très, très spéciale. Chez nous au pays, aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus propres au pays et la plus construite aussi. Mais figurez-vous que c'est la ville qui vit la pression de la guerre tous les jours. Parce que quand ça ne marche pas à Beni, on reçoit la population de Beni, donc les déplacés de Beni, ceux qui sont en train de fuir les menaces des rebelles, de toutes ces milices-là, ils vont essayer de descendre à Goma, par exemple, pour espérer avoir la meilleure vie.
quand ça se passe pas bien à Rutshuru, quand ça se passe pas bien à Wicha, quand ça se passe... Donc, tout ce qui nous entoure, tous les petits coins qui nous entourent, les territoires qui nous entourent, là où eux tous espèrent qu'il y aura la solution, c'est à Goma. Parce que Goma, c'est un peu comme la capitale du Nord Kivu. Et ça me choque tout le jour, parce qu'à part cette guerre, je vous ai parlé aussi de l'éruption volcanique. Nous avons l'un des plus gros volcans actifs, je pense au monde, l'un des plus gros actifs. Et en 2002, il y avait éruption, on était encore bébé. Et là, en 2021 encore, après 12 ans ou... Non, plus, hein. Après 20 ans... 20 ans, hein? 20 ans, ouais. 20 ans, 19 ans comme ça. Donc, une ville qui peut tout perdre, mais qui sait toujours se reconstruire. Donc, il y a déjà un esprit tellement solide dans cette partie du pays que les gens, ils savent déjà, bon voilà, nous, on n'est pas privilégiés, on ne sait pas ce qu'on a fait à la nature, donc à Dieu. Mais voilà, on est condamné à vivre comme ça, donc on doit s'en sortir, on doit accepter ça, mais on doit toujours s'en sortir. Bien donc, sûr. si les volcans doivent tout nous prendre, on va reconstruire. Après, si la guerre va nous mettre la pression tout le temps, mais on doit avoir des projets à long terme. Aujourd'hui, on a des hôtels 5 étoiles à Goma, Serena Hotel, qui est là, et il y a beaucoup d'autres, les Kivu Lodge. On reçoit, maintenant Goma reçoit aussi des stars comme Ekon qui a joué dernièrement en 2014. On reçoit des gros festivals comme le festival Aman qui est l'un des grands, dans cette région des Grands Lacs. Ouais. Et peut-être même Afrique centrale. Et c'est ça au fait. Je pense, moi aussi j'ai hérité de cet esprit-là de combativité. Vous dites que voilà... On n'a pas toutes les portes qui sont ouvertes pour nous, qui sont ouvertes à nous, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On l'accepte, alors on doit se battre 10, 100 fois ou 1000 fois plus. Et c'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir des projets à long terme, c'est pas facile d'avoir des idées, de développer de nouvelles idées quand on sait que demain ou après-demain on ne sera plus là. Mais Goma, tous les enfants de Goma aujourd'hui sont les plus gros businessmen au pays. Ils font beaucoup de business. Et ceux qui viennent même ici en Europe, ils sont dans l'entrepreneuriat. J'ai rencontré une dame sur une avenue à côté de là où je reste. Elle a déjà toute sa boutique. Elle vend des épices congolais. Ça s'appelle comment? Misao, je pense, si je ne me trompe pas. Elle vend et tu sens qu'elle évolue dans son domaine et ça se passe très bien et tout. Donc partout où il y a les enfants du Kivu dans le monde, en tout cas ils ne sont pas bêtes. Hein. Mais cette pression-là des guerres, en tout cas, ça nous... Je me dis, s'il n'y avait pas ça, donc on serait les Elon Musk, les Steve Jobs, mais à l'africaine, à la congolaise. À l'africaine. Voilà. En gardant des génies. En gardant les racines avec la nature et la cohabitation. Exactement. Et donc voilà, moi maintenant j'ai vécu dans ça et on a accepté ça. Personne aussi ne croyait qu'un artiste, un jeune artiste pouvait sortir de cette région-là et aller s'imposer dans la capitale à Kinshasa. Parce que toute notre musique congolaise tourne à Kinshasa. Ouais. Kinshasa, ça parle lingala. Voilà. Toi, c'est Swahili. Moi, je parle Swahili. Donc, et la langue, le lingala, je devais apprendre. Une langue que je n'avais pas encore parlé de toute ma vie. Très différent, Swahili lingala. De toute ma vie, je n'avais pas parlé lingala. J'ai commencé à faire des allers-retours à Kinshasa en 2010, quand je suis parti à un concours de musique. Et le lingala s'est imposé dans ma vie, j'ai appris. Et le Congo aussi, vous savez, c'est un petit continent. Donc, le Swahili, déjà, c'est une langue qui, normalement, est plus parlée au Kenya, Tanzanie. Tanzanie, tout ça, oui. Mais nous, on a hérité d'un Swahili, maintenant, qui est congolisé. Donc, un Swahili où on peut mélanger facilement avec du français,
des Lingala aussi. Donc, c'est vraiment un métissage. Donc, l'Est du pays, là, il y a un métissage et tout. Et donc, personne n'imaginait qu'un artiste pouvait quitter Goma pour aller s'imposer à côté des légendes comme les Koffi Olomide, les Werason, les Zaiko, les Papa Wemba, les Jibempiana. Personne ne pouvait s'imaginer que aussi un jour, après des années, surtout avec la difficulté d'accepter la nouvelle génération chez nous au pays, c'est sérieux. Quand il y a une génération qui est là, vous comptez peut-être 5 décennies pour qu'un changement vienne. Ah waouh, c'est beaucoup. Ouais. Là-bas, on peut te parler d'une nouvelle génération, mais c'est déjà des hommes de 40, 45 ans. Et on te parle toujours des nouvelles générations parce que chez nous au pays, on a du mal à passer à autre chose ou juste à accepter. Passer le flambeau. Juste à accepter. Maintenant, je suis l'un des rares jeunes je me suis pointé au fait au mauvais moment. Parce que pour que j'aille mes semblables. Mauvais moment, alors. Ouais, pour que j'aille mes semblables, j'ai entendu aussi presque 10 ans aussi. Donc, je me suis pointé à Kinshasa, je me suis fait connaître. Mais pour avoir mes semblables de ma génération où on a les mêmes âges, les mêmes genres de musique, urbaine un peu, j'ai entendu au moins 8 à 9 à 10 ans. Et c'est maintenant, voilà, on est là. Ah, ça va, il y a d'autres jeunes qui sortent. Il y a cette ambiance-là, ces mouvements-là d'une nouvelle génération. Ouais. Mais moi, j'étais plus, on me met là-bas, ah, lui, on le connaît. Mais quand il y a des nouveaux qui sortent de ces mêmes systèmes de musique congolaise typique, si on était à la 4e génération, lui, on lui met à la 5e. S'il y a d'autres qui viennent de ces mêmes cercles, il était à la 5e, on lui met à la 6e. Et pourtant, vous le connaissez avant même ceux qui sont en train de sortir, mais du même système. Je ne sais pas un peu si tu comprends comment ça marche au pays. Donc, personne n'imaginait que ça pouvait arriver. Donc, il fallait attendre des années. Et donc, tu viens aussi avec une autre vision du monde, une autre approche. Oui. Une approche beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune et beaucoup plus... Et là, c'est plus facile pour des jeunes de s'identifier à quelqu'un comme toi. Oui, c'est plus facile et c'est pour ça qu'en fait même nos jeunes avaient du mal pendant longtemps parce qu'on était tous obligés de consommer une culture qui ne nous convenait pas. Plus, en quelque sorte. Enfin oui, pas. Oui, parce qu'on aime la musique, c'est nos aînés. Mais on n'a pas les mêmes sentiments. C'est comme moi, par exemple, si vous me mettez devant, par exemple, Justin Bieber et vous me mettez devant Justin Timberlake. Timberlake, ouais. Toi, t'es plus proche de quelle génération, toi? C'est clair. Bieber. Oui. T'es plus proche de Bieber. Ouais. Parce que je me sens, au fait, quand il fait des choses, j'ai dit, mais c'est comme si il fait ce que je pouvais aussi faire. Parce que l'âge, la façon de faire, le mental. Ouais. Là, c'est propre à une génération, puisque... Maintenant, nous, au Congo, on a été coincés dans ça. Par exemple, on est obligé de... C'est pas que... C'est pas un crime, c'est pas un péché, mais ça nous mettait dans une position où, voilà, les plus jeunes étaient mis de côté. Ils étaient obligés à s'adapter à une façon de faire. Tu sais, on dit souvent dans certaines communautés en Europe, les communautés d'origine africaine, qu'on doit travailler beaucoup plus que les autres pour y arriver. Et j'ai l'impression que quand tu produis quelque chose, de la musique, je connais beaucoup de musiciens au Sénégal, ils doivent travailler encore beaucoup plus. Et quand ça chante, et c'est peut-être ça, tu vois, que les anciens qui étaient là, qui sont là depuis longtemps, ils ont tellement dû, mais eux, suer, qu'ils ne veulent pas lâcher leur part du gâteau. Parce qu'ils ont tellement eu difficile qu'en fait, au lieu qu'il y ait une entraide peut-être et de se dire, ok, on va faire passation de flambeau, on va fit ensemble, on va créer une industrie ensemble, c'est tellement déjà la galère, c'est tellement déjà dur, c'est tellement déjà, tu sens que personne ne t'aide, c'est un peu la loi de la jungle. C'est jamais assez au fait, parce qu'il y a jamais... Et si tu avais la même carrière, admettons que ton talent et le hasard des choses fait que tu aurais popé en France, eh ben, tu aurais été plus rapidement rentable, plus rapidement validé. Et à cette heure, je serais en train de penser à sortir d'autres jeunes. C'est ça. Et bien c'est drôle parce que ce que tu me donnes là, c'est le même problème qu'affrontent beaucoup d'investisseurs ou beaucoup d'entrepreneurs qui sont au pays. C'est-à-dire qu'ils ont la sensation de se dire, tous les vents sont contre nous et il faut travailler encore plus
pour aboutir, ne fût-ce qu'au même résultat. C'est pour ça, des fois, je leur donne raison. Mais bon, voilà, c'est la vie, en fait. Ben, quoi. tu vas peut-être changer ça dans ta manière de voir les choses, dans ta manière d'amener les trucs. Tu seras En tout cas, ouais, j'espère. C'est beaucoup de travail et voilà. C'est pas la fin. On est encore là. On continue de se battre. On continue de toquer, ouvrir des portes. Elle consiste en quoi ta fondation? C'est pour faire quoi? Ma fondation, tu l'as bien dit, hein, IF. C'est comme ça que j'aime pas quand on dit IF. Parce que ça paraît juste que c'est Innocent Fondation. Non, c'est une fondation qui est là pour accompagner tous ces innocents qui sont dans des situations malheureuses, personne ne peut se souhaiter le malheur, tu vois. Et IF est là pour, voilà, essayer toujours de faire quelque chose quand on en a le pouvoir. Parce que c'est vrai, on est dans la musique, on passe des messages, mais il y a aussi possibilité d'utiliser la notoriété que nous avons pour faire des actions concrètes, parce qu'on connaît plus de monde, on a un lobbying qui est plus large et on peut influencer d'autres personnes aussi à faire du bien à nos compatriotes, à notre communauté. Et c'est ça les buts, au fait. C'est essayer d'utiliser ma notoriété comme une sorte de plateforme pour venir en aide à toutes ces personnes qui sont dans les besoins. Ouais. Donc, ce n'est pas seulement à l'est du pays, même s'il y a plus de problèmes à l'est du Congo, et que je me sens toujours obligé de faire plus d'actions là-bas, parce que, mis à part que c'est la maison, mais c'est qu'on vit tellement de choses. On a un bilan, chaque année, on a un bilan désastreux de morts. Et c'est pas que... des milliers. C'est pas que la guerre, mais même de catastrophes naturelles. Donc on perd, en termes de vies humaines, on perd tous les jours. Et c'est dans des situations très, très bizarres et on est obligé de faire plus d'actions là-bas. Mais chaque fois quand on est dans toutes les provinces au pays, on essaie toujours de faire aussi d'autres actions. Mais en tout cas, il fait là, donc même ces concerts de la Madeleine, déjà je suis très fier parce que ça sera ma première production solo ici en Belgique. La dernière production fois. Solo, tu as fait Couleur Café. Ouais, Couleur Café en juin, c'était trop bien. Je pense que la Madeleine sera encore plus intéressant parce que j'aime déjà les venues, la salle, elle est trop belle. Et elle est rénovée, hein. Tu sais, c'est une salle. J'avais pas vu qu'ils avaient tout transformé. C'est une salle légendaire. Ouais, c'est une salle légendaire pour nous les Congolais parce que toutes nos légendes sont passées par là. Papa Wemba, Kofi, Wera, JB, Zaïko, tous sont passés par là, mais c'était l'ancienne Madeleine. Là maintenant, c'est la Madeleine avec une lumière incroyable, un son incroyable, une disposition incroyable. Et ça sera avec un artiste incroyable. Ah ben j'espère bien. Mais aussi au nom d'une vision qui est plus large, une vision qui est très humanitaire parce que les bénéfices de ces concerts vont accompagner les actions de l'orphelinat Gunguna, qui est l'organisateur. L'orphelinat organise. Et aussi les actions de la fondation IF. Donc on a beaucoup de projets, comme vous le savez. Dernièrement, par exemple, quand il y avait éruption volcanique, ma fondation, on a construit des maisons pour des familles. Ceux qui les ont perdues. La cité Umoja. Et c'est un projet à long terme parce qu'on doit aussi créer un écosystème autour de toutes ces familles-là parce qu'ils doivent eux-mêmes savoir se débrouiller, mais avec des activités qu'on est en train de créer autour d'eux. Donc tu mets à disposition qui peuvent relancer leur économie. Ouais, les enfants qui se multiplient aussi parce que ça va, dans les jours qui viennent, ça va devenir toute une... c'est déjà une cité parce que c'est plusieurs familles, mais vous savez, en Afrique... donc les enfants aussi se multiplient, il faut qu'ils aillent à l'école, donc il y a un suivi à faire. Donc on doit créer un écosystème autour de ces familles-là. Et donc c'est un projet à long terme. Et du côté de Gunguna, l'orphelinat, qui déjà se focalise sur les suivis des enfants malnutris. Et donc il y a toute une vision large derrière ces concerts-là. C'est un concert qu'on fait avec un cœur. Génial. Ah bah écoute, moi je souhaite que des choses positives
pour un artiste comme toi qui a quand même remporté des prix internationaux, faut le préciser. Hein. Merci Tu beaucoup. fais partie du Billboard, c'est quand même un des classements américains les plus ouf. Tu as été nominé à des awards d'MTV, tu as été à BET Awards aussi, on était nominé là-bas. Black Entertainment Media, je crois. Television. Television, exactement. Donc j'ai beaucoup grandi avec BET. Quand j'étais la première fois quand j'étais au State chez Akon, j'ai regardé beaucoup BET. Donc même mon anglais, je me disais, je dois parler comme ça. Ah ben voilà. Mais non, mais t'es lancé et vraiment du fond du cœur, Innocent, merci pour cette beauté, cette approche. Vraiment, je te souhaite que le meilleur. Je sais que tu vas être un moment important. Je sais que le Congo aussi, toi tu représentes beaucoup les pays africains, mais un dernier conseil que tu as à donner aux jeunes générations, en quelques mots. Faites de ce que vous voulez une vraie passion, mais surtout soyez disciplinés, parce que notre génération a du mal à respecter une certaine conduite. On est vraiment dans l'agitation et ça nous déconnecte de l'important. Donc, soyez disciplinés, mais surtout soyez sûrs que ce que vous faites, c'est vraiment une passion, que vous le faites avec un cœur. Vous n'avez pas de plan B. Évitez d'avoir un plan B si vous voulez la réussite du plan A. Ouais. Inos, merci pour ce moment. T'as tué mon gars. Merci Vince. Ça fait bien plaisir. C'était très lourd. N'hésitez pas à aller suivre ce qu'il fait. Je mets tout en description. On a reçu une star aujourd'hui, je tiens à le préciser. Abonnez-vous à cette chaîne si vous avez apprécié cet échange, ce dialogue. On a beaucoup de vidéos à vous proposer dans plein de domaines différents en rapport avec la justice sociale, le changement climatique, les limites planétaires, l'écologie, l'épuisement des ressources, l'économie, la politique aussi, et forcément l'Afrique. On a pas mal de vidéos sur ces sujets-là, comme l'histoire du Congo pendant sa colonisation jusqu'à l'indépendance. On a l'environnement au Sénégal, on a pas mal de conversations autour de tout ça, n'hésitez pas à aller les regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cette émission spéciale Bad Influence, et à très bientôt sur Limite. Ciao tout le monde. Bad Influence.